Pourquoi j'ai mangé mon père est un roman du journaliste, économiste et écrivain anglais Roy Lewis. Le titre original est The Evolution Man or How I Ate My Father, mais a été publié pour la première fois en 1960 sous le titre de What We Did to Father, ce que nous avons fait en père, publié en français en 1975. Pourquoi j'ai mangé mon père parle avec humour de l'évolution des hommes durant la préhistoire. On se retrouve alors en plein Pléistocène dans une famille de pithécanthropes très particulière. En effet, le père et chef de famille Édouard veut faire évoluer l'espèce, et ses inventions sont le fil conducteur du livre. Et tandis qu'il invente tous les jours des ustensiles plus dangereux les uns que les autres, Ernest, le narrateur, et ses frères commencent à se demander ce qui serait mieux pour la sécurité de l'espèce. Laisser leur père découvrir les secrets du monde et les divulguer aux autres pithécanthropes, ou alors l'éliminer. Dans ce roman, l'autre est évoqué dans un premier temps par l'oncle Yann, un voyageur endurci qui ne supporte pas de rester sur place. Il a voyagé dans le monde entier et a rencontré bon nombre de peuples dominidés vivant à cette époque. Au chapitre 8, il raconte le récit de son voyage. Il décrit les paysages des terres qu'il a parcourues et il décrit aussi les apparences et les coutumes des autres peuples qu'il a rencontrés. Ça ne vaut pas le coup de descendre vers le sud, en Afrique, disait-il. Le pays est joli, mais c'est un cul-de-sac. Au-delà, rien que de la Grande Bleue. Pays très arriéré en plus. Vous tombez sur quelque chose qui a l'air à première vue d'un pithécanthrope tout à fait prometteur, presque aussi droit que nous, la tête haute, les épaules larges, mais quand il se retourne, misère, rien qui ressemble à une calotte crânienne et par là-dessous le visage d'un gorille. Et le vocabulaire aussi, 20 ou 30 mots, pas beaucoup plus. Quant à leur pierre taillée, c'est si piteux que c'en est attendrissant. Plus tard, on a une nouvelle confrontation avec l'autre. C'est au chapitre 10 qu'Ernest, Oswald, Toby et Alexandre vont observer pour la première fois celles qui deviendront leurs femmes. Déjà une divergence est notable, de par leur mode de vie tout comme physiquement. Elle occupait, entre des marais couverts de papyrus et d'herbes hautes, un promontoire criblé de cavités creusées dans le calcaire, dont quelques-unes étaient sommairement recouvertes en guise de toit de rameaux de bambou, de palmiers. De ci, de là, nous distinguions quelques silhouettes brunes accroupies sur le sol, et n'eût été le du silex heurtant le silex, nous les eussions prises pour des chimpanzés. Ni feu ni caverne, dit Oswald dégoûté. Et pas la moindre idée, s'exclama Toby, de la bonne façon de traiter le silex. Écoutez-moi ça. On retrouve ensuite cette idée de codes sociaux différents dans la chasse à la femelle d'Ernest, au chapitre suivant, le 11. Pour conquérir Griselda, Ernest décide de la capturer. Griselda, quant à elle, joue, si l'on peut dire, avec Ernest, qui est en quelque sorte sa proie aussi, avec une course-poursuite qui s'étend sur plusieurs jours. Les deux ont le même but, mais n'ayant pas les mêmes codes, ils ne s'y emploient pas de la même façon. Cela cause par exemple une blessure dans l'ego d'Ernest, mais aussi une incompréhension chez Griselda quand elle remarque que l'effet escompté n'est pas celui qui arrive. Vous n'aviez pas la moindre intention de me semer, dis-je plein de rage. Mais, chère, protesta-t-elle, et ma pudeur, et puis je voulais tellement vous faire plaisir. À moi, tempêtai-je. Vous êtes une fille abominable. Vous m'avez honteusement fait cavaler. Je me demande ce que j'ai pu renifler en vous qui m'est attaché à vos pas. Mais j'en ai fini avec vous, m'entendez? Vous me faites horreur. Les grands yeux sombres de Griselda, pareils à ces étangs où guettent les crocodiles, s'emplirent lentement de larmes. Je voulais seulement être gentil. On ne peut pas parler de scène clé de ce livre sans parler de l'incendie au chapitre 17. Recontextualisation. Édouard et Toby parviennent à produire eux-mêmes du feu, mais ce dernier dégénère et c'est toute la savane qui prend feu. Donc toute la tribu est forcée de fuir, tout comme le sont aussi tous les animaux des environs. Tout est réduit en cendres, et ce moment marque probablement le premier gros conflit interne à la tribu, Orvania, mais aussi les prémices d'une méfiance d'Ernest et Oswald envers leur père, ce qui mènera, bien entendu, à la mort de ce dernier. Et en deuxième scène clé, j'ai choisi de parler de la découverte que fait Ernest, l'amour. C'est au commencement du chapitre 13 que nous lisons cette phrase. L'amour, son ivresse. Je maintiendrai toujours, si fut-il que fut en invention et en développement culturel le moyen pléistocène, qu'une des plus grandes découvertes de ce temps, ce fut l'amour. Sa rencontre avec Griselda, bien que particulière, est néanmoins touchante, comme en témoigne ce flot de pensées niaises qui nous partage juste après. Ça me prit, à l'époque, absolument au dépourvu. En un instant, je fus une créature aussi neuve, aussi fraîche, aussi souple, aussi joyeuse et libre qu'un serpent qui vient de changer de peau.
une libellule aux ailes radieuses après sa longue nuit de chrysalide. Je m'excuse de ces métaphores passablement usées, mais les nouvelles générations n'ont pas connu la merveille insouciante de cette première extase. La jeunesse d'aujourd'hui s'en est trop fait compter. Elle sait à quoi s'attendre, mais elle attend monts et merveilles. Mais moi, personne ne m'avait prévenu. J'étais un nouveau-né. Aussi, quelle métamorphose! Quel privilège insigne que d'être le tout premier à vivre une nouvelle expérience humaine. Et quand cette expérience, c'est l'amour, imaginez-vous cela. À présent, l'amour est devenu une sorte de routine, une marchandise de seconde main, même si les jeunes y trouvent encore une humble joie quand ils le découvrent au sommet d'une montagne, au cœur de la forêt ou sur le bord d'un lac. Il a pris sa place nécessaire dans le processus révolutionnaire, mais quand à peine il venait d'éclore pour la première fois. La première, c'est que c'est à ce moment-là qu'Ernest commence à avoir une identité propre, presque qu'il commence à exister. Bien qu'il soit le narrateur de l'histoire, il n'interfère pas tant que ça avec les éléments du récit. L'arrivée de Griselda, et surtout de ce sentiment fort qu'il ressent, vont lui permettre petit à petit de s'affirmer, ce qui va mener, comme dit précédemment, à sa prise de position face à son père. Et la seconde raison est que ça humanise le personnage. Quelque part, même si c'est un pithécanthrope avec des coutumes et des codes totalement différents des nôtres, le lecteur peut reconnaître ses propres ressentis dans cette description idyllique de l'amour. Devant toutes les critiques positives qui ont pu être apportées à ce livre, je suis assez ennuyée d'être bien loin de la frénésie littéraire qu'ont pu avoir les autres lecteurs. En ce qui me concerne, je n'ai ni accroché à l'histoire ni au personnage, à part éventuellement William. La lecture est relativement fluide, malgré les paragraphes trop longs, les dialogues trop rares et surtout les termes tellement compliqués qu'on se demande s'ils existent vraiment, qui facilitent pas la lecture. Pour parler du point positif le plus valorisé et le plus donné, parlons de l'humour. La phrase d'accroche de la 4e de couverture est bien « Accroché Homo sapiens, ce livre vous fera mourir de rire, n'est-ce pas ?» À titre personnel, l'humour, je ne l'ai pas trouvé, ou du moins ce qui était censé être de l'humour ne m'a même pas fait sourire. Finir le livre a été compliqué. Si ce n'avait été une lecture dans le cadre scolaire, je pense sincèrement que je n'aurais pas lu le livre en intégralité.